Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent le docteur Ahmed So, ancien ministre, expert international. Aujourd'hui, nous le recevons pour la énième fois, la énième fois sans avoir une connotation négative. Docteur So, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce plateau, dans cette émission. Plaisir partagé, comme toujours. Avec moi, donc, pour vous interroger, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladj Shana Taki, qui a fait effectuer cette fois la visite. Ça prête pour la huitième la fois. huitième fois. N'en déplaise à ses Passage à la détracteurs, peut-être à son détracteur autour de ce plateau. Il s'agit d'Abdraman Keita. Ça prête pour Eladj Taki, son huitième merci. passage à la Mecque. En tout cas, merci d'être là. Merci, M. Barou. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM avec Dr So. Il sera certainement question dans cette émission de cette crise d'électricité généralisée au Mali, du débat autour de la création d'une nouvelle monnaie par les pays de l'AES. Également avec lui, nous allons évoquer les enjeux mondiaux, y compris la géopolitique et même les questions environnementales. En tout cas, encore une fois, docteur, merci d'être là. Je vous en prie. Merci. Déjà, votre regard sur la composition du jury. Il y a un jury à rejeter? Peut-être Chana? Absolument pas. Je crois que c'est un excellent jury qui ne fait pas de cadeaux, mais qui a une très grande objectivité. Donc je me sens vraiment à l'aise face à ce jury. Abdraman qui s'est rajeuni, hein? Oh, oui, la nous dernière indique. fois, il disait que je ne vieillissais pas. Oui. Je ne sais pas quelle recette il a trouvé. Oui. Abdraman, nous avons docteur Amerso ce soir. Bon, c'est tout à fait un grand plaisir. Je suis sûr que, vu ce qu'il représente en tant que référence dans ce monde politique, et ensuite dans le monde économique, je pense que vraiment c'est un invité idéal. Auprès de qui on pourra vraiment tirer ce dont les téléspectateurs et les auditeurs de cette boîte ont besoin. Et compte tenu de tout ce que le pays traverse comme actualité, il est vraiment bien indiqué pour nous édifier par-delà nous, à travers nous, le public. Et là, Jana. Merci beaucoup. Monsieur So est un technocrate. Il a un autre regard différent de celui des politiciens. Il a un regard technique. Il dit ce qu'il pense. Il dit des vérités qui peuvent plaire ou pas, mais c'est basé sur de la technicité. Donc je pense qu'un personnage comme lui, dans le contexte actuel malien, vraiment est vraiment celui qu'il nous faut pour vraiment parler de sujets qui préoccupent la nation malienne aujourd'hui. Docteur, bien que vous soyez présenté par Chana comme un technicien, je sais quand même que vous n'êtes pas indifférent face à la chose politique. Nous assistons aujourd'hui à une guerre de tranchées au sein du M5-RFP. Est-ce que vous avez une lecture particulière par rapport à cette autre actualité? Vous êtes membre du M5-RFP? Alors, je ne suis pas directement membre. Au moment où on a créé, j'ai demandé à un de nos jeunes de nous représenter. C'est notre représentant à Siokou, le jeune Bako Touré, qui est un leader de la jeunesse et donc qui milite dans le FSP et le M5, jeunesse M5. Mais moi-même, je ne suis pas directement membre du M5. Okay. Alors, on peut que regretter. Vous allez certainement vous approcher un peu au micro. Du micro. On ne peut que regretter le spectacle auquel on assiste. Alors tout le monde parle de l'union des Maliens, ce qui est essentiel, compte tenu de tout ce que nous traversons. Alors je crois que le M5, quand même, qui est un des acteurs majeurs de la transition, aurait pu se passer d'une telle crise. Alors moi je veux La deuxième, parce qu'il y a eu le départ
Une première vague, hein? D'une première base qui est composée de grandes personnalités du reste. Patriotes. Madame Sike Diatou Modibo Sidibé, Koniba Sidibé, Cheikh Oumar Sissoko, Bachili, etc. Voilà. Donc, à mon avis, ça aurait dû être une alerte pour que tout soit fait, pour que ceux qui se restent puissent aller jusqu'au bout de la transition. Vous savez, un bon leader, c'est celui qui sait rassembler et c'est celui qui sait bâtir. Qui sait? Qui sait bâtir. Il faut, le leadership se détermine par la capacité de rassembler les gens et également de bâtir, de réaliser des choses. Et pas faire de jugement de valeur. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas chacun. J'ai lu, j'ai écouté ce que les uns et les autres disent. Moi, je crois que c'est même un débat qui me paraît particulièrement assez bas. Je crois que nous gagnerons tous à parler des problèmes du Mali que ça. Et qui plus, ça ne réconcilie pas du tout la classe politique avec les Maliens. Et je pense que dans ce pays-là, et vous pensez que ça n'a pas d'incidence sur le problème du Mali, cette crise-là? Cette crise? Oui. Je ne sais pas très bien si ça aura une incidence parce que moi, je situe les problèmes du Mali ailleurs. Alors, ce qui va se passer simplement, c'est que la classe politique est aujourd'hui fragilisée. Alors, si c'était... Autant je ne veux pas faire de jugement de valeur sur les gens. Par contre, si c'était moi, je me serais conduit autrement. J'aurais tout fait pour que le dialogue soit maintenu non seulement au sein du M5, j'aurais jamais accepté le départ de ces leaders, de ces grands leaders. J'aurais maintenu un dialogue avec certainement le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, un dialogue constant avec la classe politique, avec les associations de la société civile, de façon à ce que nous puissions discuter ensemble des problèmes du pays. Parce qu'aucun groupe seul ne peut résoudre une crise multiple. On dit que tard vaut mieux que jamais. Tard vaut mieux que jamais. Aujourd'hui, le Premier ministre a rencontré la classe politique. Est-ce que c'est un bon départ? Vous étiez là-bas? Non, moi, je n'étais pas là-bas. Mais s'il l'a fait, c'est déjà une bonne chose. Et comme tu le dis, il était grand temps. Mais maintenant... Encore faudrait-il que cet appel-là soit entendu. Qui plus, oui. Il ne faut jamais attendre qu'une crise se déclenche pour agir. Il faut anticiper. Parce que gouverner, c'est prévoir. Donc moi, je trouve quand même que il est extrêmement important que au Mali, on soit conscient des problèmes réels de ce pays. Parce que tout le monde calbote comme ça, crise multidimensionnelle, mais je ne suis pas sûr qu'il mesure toutes nos fragilités. Bon, il y a nettement un mieux sur le plan sécuritaire, mais sur le plan socio-économique, c'est extrêmement difficile. Donc nous allons vers des situations très difficiles. Bon, moi, je voudrais ce que dans qu'on appelle les généralités ici, aborder surtout avec vous, comme demain nous allons fêter le 8 mars, Journée internationale des femmes. Et ici au Mali, nous avons été vraiment des pionniers dans les acquis de la cause féminine. Est-ce que vous pensez que sous cette transition, nous sommes en train de préserver ces acquis-là? Je le dis en me référant par exemple à la dernière nomination du décret des membres constitutifs du dialogue intermalien. Oui. Je me suis amusé à compter, c'est plus de 140, près de 150 personnes désignées. Il y avait quelque chose comme une vingtaine, une trentaine de femmes. Ceux qui ne respectent pas peut-être la loi 052 qu'ils avaient voté au-delà. Et en d'autres circonstances aussi, je pense que cette loi-là a été violée sans que personne ne s'en émeuve. Est-ce qu'on est en train de se préoccuper de ces choses-là actuellement, ou bien ce que nous sommes en train de vivre est en train de nous faire vraiment reléguer au second plan, ou bien aux oubliettes certains de nos... Ouais. Non, il y a un net recul. Il y a un net recul quand on regarde même le nombre de femmes dans le gouvernement. Je pense qu'il y a un certain recul. Vous savez, il faut regarder les mécanismes de constitution ou de composition des organes.
Parce que en réalité, quand on constitue, que ce soit le gouvernement, que ce soit certaines institutions, c'est toujours sur la base de souvent relationnel. Je connais chose Barou. Barou, est-ce que vous connaissez un bon journaliste? Oui, Abdraman est très bon. Allez, on prend Abdraman. Ah, Abdraman, Barou, qui vous conseillez-vous? Ah, mais Chana, voilà. Donc, ça va, c'est comme ça, crescendo. Il y avait quand même, au temps de Moussa, une base de données de compétences. Moi, j'avais proposé à Evika de reconstituer cette base-là. Je l'avais même fait une étude sur la façon dont on pourrait identifier des cadres sur tous les secteurs pour qu'ils constituent une base de données. Naturellement, il y a certaines fonctions régaliennes que le chef de l'État peut dire ça, c'est moi qui aurai la main sur ça. Mais, si je l'avais dit, vous prenez un cabinet... Oui, mais sauf que, monsieur le ministre, ici, il ne s'agit pas de compétences seulement, mais il s'agit de compétences, mais aussi à laquelle s'ajoute le genre, la prise en compte du genre. Il m'a enlevé le mot de la bouche. C'est-à-dire que j'essayais de combiner la constitution, la composition d'une base de données. Les critères qui prévalent dans le choix. Dans cette base de données, on fait certaines discrétions en disant, bon voilà, il n'y a pas suffisamment de femmes, on va mettre, il n'y a pas suffisamment de jeunes ou suffisamment de vieux, on fait les équilibres et on essaie de faire même une représentation au niveau des régions, etc. Donc ça, il faut qu'on ne puisse pas aller par hasard ou par circonstance pour arriver à... Non, mais sauf qu'ici, il s'agit d'une loi qui gère ça. Vous pensez que même la gente, on ne l'entend pas évoquer cette loi-là. Tout le monde est en train de s'en accommoder. Voilà, on est en train de s'accommoder d'une violation de la loi relative à ce que c'est quand même une loi qui n'a pas été abrogée pour le moment, qui existe. Voilà, c'est ça, on ne s'en effarouche pas, tel que cela se doit. Et vous aussi, en tant que leader, on a comme l'impression que ça ne vous effarouche pas beaucoup. Non, ça dépend de la façon de s'exprimer. Non, en tout cas, ce que je pourrais vous dire, j'aurais eu des responsabilités, j'allais tout faire pour être conforme aux lois. J'ai reçu beaucoup de félicitations des associations féminines à travers certaines de mes nominations. D'accord. Avant déjà d'évoquer la crise énergétique et la question de la monnaie déjà, est-ce que vous pouvez nous porter votre regard déjà sur la position de l'approche diplomatique du Mali face aux enjeux mondiaux? Très vaste question. Alors, très vaste question. Oui. Et je voudrais prendre une précaution. Parce que souvent, quand on parle d'un secteur et qu'on marque des différences d'appréciation, c'est interprété comme si on contre quelqu'un ou pas. Moi, je tiens d'abord à dire que j'ai la plus grande estime pour le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, que j'ai connu il y a plus de 20 ans. Il était à Bruxelles, j'y étais. Je dirais même qu'on était à 5 minutes l'un de l'autre, nos épouses se fréquentaient. Et qui plus, c'est vraiment un diplomate chevronné. Et sa voix portait déjà à Bruxelles parmi quand il y avait des comités d'experts. Et je crois que c'est ça qui a permis qu'on le repère. Il a été conseiller diplomatique du président de la République, Alpha Maman Konaré. Ensuite, il a été à Washington comme représentant du Mali, et à New York, aux Nations Unies. Ensuite, il est allé à la FAO, à l'Union africaine, 2 fois ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver quelqu'un de plus compétent. Ceci étant, je lui discute quand même l'approche de la diplomatie offensive. Moi, je crois qu'un pays comme le nôtre doit avoir plutôt une diplomatie apaisée et orientée vers le développement. Aujourd'hui, nous avons une crise financière énorme, mais elle est due aussi par le manque à gagner de l'aide, par l'aide internationale qu'on devait bénéficier. Alors, partant même des 3 principes cardinaux que le président de la transition a définis, c'est-à-dire
La prise en compte des intérêts. Les intérêts majeurs du pays, le fait que le Mali, les choix souverains du Mali, quand on prend ça, et qu'avec ce que le Mali représente aujourd'hui, parce que souvent, je dirais que le Mali n'est pas isolé au niveau des peuples africains. Le Mali n'est pas isolé. Le Mali est la jeunesse et tous ceux qui veulent les changements soutiennent le Mali. Par contre, le Mali est isolé au niveau des dirigeants. Et le Mali est isolé au niveau de la communauté internationale. Mais les peuples, pour le moment, n'ont pas les moyens. Et des institutions ce sont les institutions et autres. Donc, ça explique. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas rester dignes, fermes, mais une fois que les gens ont compris que les Maliens ne se laissent pas faire, il y a un respect. Et ça, on le retrouve partout. L'exemple d'un mot, c'est la Chine. Vous voyez, les Chinois vous donnent toujours la monnaie de ce que vous voulez. Vous allez en Chine, vous allez voir une table comme ça, vous allez le trouver à 50 000. La même table, vous la verrez par 20 000. Mais ce n'est pas la même qualité. Alors, quand nos partenaires trouvent qu'il y a des dirigeants sérieux, il y a des dirigeants qui veulent que les projets servent leur pays et les respectent. Mais quand ils ont affaire à des dirigeants qui pensent qu'à leur poche d'abord, ben, ils leur donnent ce qu'ils méritent. Et aujourd'hui, je crois que le Mali est un pays qui est respecté. Donc, dès lors qu'on est dans ça, qu'on s'est fait respecter, je crois qu'il faut rentrer dans une politique dans une politique de désescalade pour aller vers une diplomatie où nous pourrons dialoguer et essayer de faire en sorte que nous puissions bénéficier de certains soutiens financiers. Sauf que Allez-y, Chana, d'abord. Abdraman, s'il vous plaît, Abdraman, s'il vous plaît, vous la n'avez même pas la chose parole. que vous rejetez. Abdraman, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Chana, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, monsieur, Vous allez monopoliser la parole, allez-y. monsieur le ministre, et notre isolement politique, parce que le Mali est politiquement isolé. Quand on dit politiquement isoler les dirigeants, isoler des institutions internationales, isoler des circuits financiers internationaux qui nous permettent d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, on ne paye que les salaires seulement. Il n'y a pas de budget d'investissement. Et il y a le secteur privé, il y a le monde des ONG, il y a le monde des associations. Tout ce beau monde vit de notre système qui n'est pas le budget national. Aujourd'hui, le budget national aussi a plus de 100 milliards de déficit. Est-ce que vous pensez que nous pouvons rester 700 milliards, des centaines de milliards, des centaines de milliards de déficit, des centaines de milliards de déficit. Est-ce que vous pensez que nous pouvons rester longtemps encore dans ce système? Bien. Alors, ce n'est pas toutes les institutions internationales. Le Mali travaille très bien avec la Banque mondiale et le FMI. Et qui trouve d'ailleurs que l'économie malienne est résiliente. Donc, je voudrais quand même nuancer un peu. Ceci étant. L'économie, il faut que vous nous expliquiez ce que vous, les techniciens, vous appelez résilience. L'économie est résiliente. En quoi elle est résiliente? Elle est résiliente? La dette intérieure n'est pas payée. On a une dette extérieure qui augmente chaque année. En quoi sur quelle base vous parlez de résilience? Même nous, les journalistes, nos petits fonds qui passent par le trésor, nous faisons 3 mois, 6 mois sans être payés. Bon. Que si c'est ça la résilience. Allez-y. Allez-y pour la réponse. Ce n'est pas par rapport. J'en souffre. Oui, Chana, il va je ne meurs pas. Il va répondre aussi à la question. Alors, je voudrais, si vous me posez une question, si vous ne me laissez pas aller au bout, et que vous me posez une autre question, je perds mon latin. Vous voulez... La première, après on revient à la résilience. Allez-y. Alors, c'est que la situation financière du Mali est extrêmement difficile. Nous avons fait un budget 2024 qui est initialement avec 2000 milliards de dépenses prévues, et de recettes prévues et des dépenses de 2700 milliards. Donc il y avait un gap de 700 milliards. Ensuite, le budget est passé presque à 3000 milliards
en dépenses. Et donc, ce gap, il est là. Aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances cherche sur le marché de l'UMA Le gap. 1400 milliards. 1400 et quelques milliards sur le marché obligataire. Alors, et qui plus, nous aurons fort à faire parce que tous les autres pays de l'UMA aussi voudraient Prendre sur le marché. prendre sur le marché. Moi, je pense que on aurait dû faire plus d'orthodoxie budgétaire pour diminuer beaucoup les dépenses. On aurait pu diminuer le budget de la présidence, on aurait pu diminuer et faire beaucoup plus d'efforts sur le fonctionnement de l'administration. Le CNT, la primature. Tout ça, il fallait diminuer les budgets. Parce que quand on dit qu'il faut se serrer la ceinture, il faut commencer par se donner l'exemple. Il y a des budgets auxquels on ne peut pas toucher, parce que c'est des budgets de survie. Je pense par exemple aux forces de défense et des choses. Bon, et puis il y a la justice, il y a l'éducation, la santé, ça oui. Alors, donc, cet effort budgétaire n'a pas été suffisamment fait. Ensuite, les recettes, c'est vrai, et il faut tirer le chapeau pour la douane, qui a fait des recettes exceptionnelles en 2023, les impôts, qui ont fait des efforts extraordinaires, et ce qui permet d'ailleurs, et en plus de ça, je dirais qu'il y a un mieux en matière de gouvernance, parce que l'argent ne disparaît pas comme dans le temps. C'est pour cela d'ailleurs qu'on peut se permettre d'acheter des armes sans chose. Mais c'est vrai que la dette intérieure est très élevée. C'est vrai que le niveau global de la dette du Mali commence à être élevé, même si au sein de l'UEMOA, nous sommes dans une moyenne acceptable encore. Alors maintenant, vous parlez de qu'est-ce que c'est que la résilience économique. C'est un terme qui est souvent utilisé lorsque un pays traverse une crise ou des sanctions et que malgré tout, le pays arrive à avoir un taux de croissance assez élevé ou un peu élevé. Le Mali, ça a été le cas. Malgré les sanctions de l'UEMOA, nous avons eu plus de 3% de taux de croissance. Ça, c'est élevé. C'est assez élevé. Oh, oui. Selon les critères de convergence. Parce qu'en moyenne, nous sommes toujours, on est dans les critères de convergence. Et en moyenne, nous sommes toujours autour de 5% en général. Mais quand vous mettez l'effet Covid, plus la guerre de l'Ukraine, malgré les sanctions, qu'on arrive à avoir 3 et quelques %, et que cette année, probablement, on va peut-être aller vers les 4%, parce que les prix du coton, paradoxalement, continuent à augmenter, et que l'or se maintient fort bien. Alors maintenant, il faudrait espérer que nous ayons une bonne pluviométrie pour qu'on puisse avoir des recettes agricoles, de bonnes récoltes. Et je pense que le taux de croissance pourrait être beaucoup plus. Mais ceci étant, ce que vous voulez dire, c'est que tout ça, ça ne tombe pas dans le panier de la ménagère. Parce que les agrégats macroéconomiques, c'est une chose, mais la réalité du pouvoir d'achat, c'en est une autre. Et de ce point de vue... Comme on le dit, la croissance ne se mange pas. La croissance ne se mange pas. C'est des mesures simplement macroéconomiques pour montrer la performance économique des États. Mais ce qui compte, c'est de ramener ce PIB au nombre d'habitants, d'une part. Et puis, c'est de voir concrètement, parce que je crois qu'il y a des éléments de mesure aujourd'hui, tels que l'indice du programme des Nations Unies pour le développement, qui mesure le taux de pauvreté dans les pays. Ok. Allez-y, Abdraman. Oui, je reviens sur cette même question, parce que quand on vous a écouté, on a comme l'impression que vous avez décrié cette diplomatie offensive-là, agressive, qui devrait être normalement à l'origine de tout ce que nous vivons comme problème économique. Si, c'est quelque part si, puisque nos choix stratégiques et souverainistes font que nous renonçons, selon ce que vous-même vous avez dit, à certaines aides budgétaires. Et on ne sait même pas à combien nous renonçons par an à cause de ces choix stratégiques-là. Est-ce que ce renoncement-là est compatible avec ces urgences actuelles du pays? Alors, d'abord, je pourrais modérer, je n'ai pas décrié
j'ai marqué une différence d'approche. Vous avez dit que c'est discutable. Là. Oui, mais discutable, Ouais, c'est pas décrié forcément. Discuter ça, ouais. C'est pas décrié, parce que décrier- Chacun est donc responsable de ses expressions. Voilà, hein. décrier, c'est condamner quelque part. Non, moi je dis simplement que j'aurais une approche plus Différente. apaisée, Oui. d'une part. Alors, maintenant, d'aucuns vous répondront que la souveraineté n'a pas de prix, que si tu veux être libre, il faut accepter de souffrir. Donc ça, c'est aussi une autre école de pensée. Moi, simplement, je suis dans l'école du réalisme. Non, il faut le ramener, voilà, dans la réalité, si vraiment ces choix-là sont compatibles avec les urgences actuelles et les souffrances, la résilience actuelle Alors, de la population. Tel que vous-même, vous avez dit, c'est l'économie théoriquement qui est résiliente. Et les populations, il faut le reconnaître, sont peut-être à bout de souffle. Bien. Est-ce qu'il doit avoir... Donnez-moi une minute. Ce qu'il faut noter, là, il y a eu des choix qui s'imposaient probablement à un certain moment, qu'il fallait qu'on se fasse respecter, qu'il fallait qu'on montre qu'on ne pouvait pas continuer à nous traiter tel que nous avons été traités. Mais une fois qu'on a fait ça, que ça a été compris, c'est en ce moment-là que moi je dis, que je plaide pour une certaine désescalade, pour une économie que je dirais une diplomatie apaisée et une diplomatie de développement. La diplomatie de développement, c'est quoi? C'est la diplomatie qui va chercher des moyens pour venir investir dans le pays, pour faire des transformations au niveau de l'agriculture, pour faire des transformations au niveau d'un certain nombre de secteurs clés. C'est une diplomatie qui va coopérer pour éviter la crise énergétique. C'est une diplomatie qui va faire en sorte que nous ayons suffisamment de moyens pour que notre secteur privé se développe, que des partenaires viennent investir avec des capitaines d'industrie au Mali. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes entrepreneurs maliens qui font des choses fantastiques, mais pour qu'ils puissent dépasser un certain cap, il aurait fallu d'abord un certain soutien de l'État, il aurait fallu que les banques soient liquides, ce qui n'est pas le cas, et que les banques osent aussi prendre des risques pour les accompagner, et ensuite qu'ils aient des partenariats pour aller rayonner au niveau de choses. Oui. Un pays ne peut pas... Oui, mais monsieur le Premier ministre, on a fait des choix Premier stratégiques. ministre, hein, ça, c'est Non, un monsieur le lapsus. ministre du moins. On a fait des choix, c'est peut-être parce qu'il aspire à ce poste-là aussi. Quoi, Je dis, monsieur le Premier ministre. Ouais, hein. je l'ai senti dans ses propos d'ailleurs, puisqu'il a dit à un moment si j'étais à sa place. Mais dire ça, ça Ah ouais, je sais. Comment me créer des problèmes franchement. Donc, j'ai dit, les choix Il a le stratégiques, profil quand même. est-ce que les choix stratégiques, pour tout ce que vous venez de développer, nos choix stratégiques, nos choix souverainistes peuvent nous permettre de parvenir à cela encore, puisque nous choisissons des voies qui ne sont pas celles agréées par ceux-là qui aujourd'hui sont prêts à donner ce que vous êtes en train de réclamer. Ils ne sont pas les seuls au monde. Et Nous avons choisi entre eux et d'autres quelque chose de très clair. Nous avons choisi entre eux et d'autres, pendant que ces gens-là disent qu'il faut régler de cette façon-là la crise, par exemple, sécuritaire. Nous choisissons d'autres voies, pendant qu'ils disent que la crise du Nord, du septentrion malien, doit être résoudue par le dialogue. Nous choisissons autre chose au nom de la souveraineté. Est-ce que vous savez, les deux sont compatibles? Ce que vous êtes en train de dire là, tendre la main à l'extérieur, mobiliser les ressources. Est-ce que cela est encore Est-ce possible? que cela est encore possible? Et non, même compatible avec ces choix, avec nos approches, avec le contenu que nous donnons à la souveraineté. Alors, la souveraineté n'est pas forcément synonyme de relations, je dirais, conflictuelles. La souveraineté, c'est de dire, moi, je me respecte et je veux qu'on me respecte. Et je veux que nous parlions d'égal à égal et que vous me laissez définir mes priorités. Et que si vous voulez m'aider, vous allez m'aider dans le cadre de mes priorités. Vous n'allez pas venir me dire ce que j'ai à faire. Et ça, c'est fait. Ça a été fait. Si nous prenons la CEDEAO par exemple, c'est quoi la souveraineté? Abdelrahman, vous risquez cette fois-ci. Il faut qu'on aille au bout. Oui. Il faut qu'on aille au bout. Donc ça a été fait. Maintenant, ce qu'il faut en matière de politique, c'est toujours de faire une évaluation de ce qu'on a fait et de voir si on continue, si ça n'a pas été suffisamment fait, ou si on doit faire
des inflexions. Et moi, je suis pour qu'aujourd'hui, nous allions vers une politique de désescalade, que nous allions vers une meilleure relation avec nos voisins, que nous puissions faire en sorte que nous allons également avoir des meilleures relations avec tous les pays. C'est-à-dire que la diversification de nos partenariats, ça, il faut le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer Pierre par Paul. Parce que si demain, Paul arrive à nous isoler complètement des autres... À qui faites allusion quand vous passez Pierre par Paul? Non, mais je veux dire qu'il ne faut pas... Peut-être la Russie par la France ou bien... Je veux dire par là que si nous disions que nous voulons ouvrir notre partenariat, puisque vous parlez de la Russie, et très bien, la Russie est un excellent partenaire sur le plan des armements, ouais. Sur le plan militaire. C'est même un partenariat qui s'impose à nous. Parce que la plupart des armes du Mali viennent de la Russie, la plupart de nos officiers ont été formés en Russie. Et ce partenariat nous a apporté des résultats, puisque tout le monde est d'accord aujourd'hui que l'armée monte en puissance. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dis, c'est Global Firepower qui dit qu'aujourd'hui l'armée malienne est la 3e armée en Afrique de l'Ouest. De l'UEMOA. Non, Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria, le Ghana, c'est le Mali qui vient. Qui plus, nous sommes 25e en Afrique. Ah, moi j'ai vu un autre classement. La Côte d'Ivoire est classée avant le Mali. Non, mon cher, si tu veux, je te donne le site. J'ai vu un autre, non, c'était pas moi, je dis j'ai vu un autre classement. C'est un jeu de source. L'organisme qui fait référence à la matière, que tout le monde reconnaît, c'est Global Fire Power, Global Fire Power, ça fait référence et personne ne conteste. C'est eux qui disent que la première armée en Afrique, c'est l'Égypte, 2e, l'Algérie, 3e, l'Afrique du Sud, 4e, le Nigeria, 5e, l'Éthiopie. Ce sont les plus grandes armées. C'est elle qui dit que les États-Unis restent la première puissance militaire mondiale, suivie de la Russie, ouais, suivie de la Chine, suivie de l'Inde, suivi de... C'est compris. Docteur Chana, on va passer la parole à Chana. Il me semble que le directeur général de l'EDM était aujourd'hui face à la presse, face justement à la persistance de cette crise de l'électricité. Bon, avant c'était... Le ministre était sur le plateau de leur thème, a fait des propos, a tenu des propos dont la véracité n'a pas été prouvée. Aujourd'hui, c'est le directeur de l'EDM également qui sort pour parler d'une certaine amélioration bientôt durant le mois de carême. Est-ce que vous... Amélioration, ce n'est même pas pour nous dire qu'elle sera réglée. Cela veut dire que... un plan de délestage. Un plan de délestage, c'est-à-dire qu'un plan de délestage. Parce que maintenant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de plan. On ne sait même pas quand est-ce que le courant vient, quand est-ce que ça va. Mais pour le mois de carême, il va y avoir un plan de délestage. Cela veut dire que la solution n'est pas pour demain. Est-ce que vous, en tant qu'expert, ancien ministre de l'énergie, vous pensez qu'une solution est possible à court terme? Une solution est possible à court terme si on a l'argent. C'est avant tout un problème financier. D'abord, c'est un problème financier puisque le mix énergétique a évolué, qu'aujourd'hui le thermique représente presque 60%. Et que à partir de là, ce qui peut être fait et qui a été demandé par la ministre, c'était que dans un élan solidaire, que la Mauritanie et le Sénégal, dans le cadre de l'OMVS, puissent nous céder une partie de leur courant. Ça s'est fait, ça commence pas maintenant. Nous-mêmes, nous avons eu à le faire. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors, moi j'ai envie de dire aussi pourquoi on n'essaierait pas aussi de rétablir avec la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire nous a fourni, si je ne m'abuse, en 2022, pas loin de 100 mégas
même si on ne payait que 15%. Aujourd'hui, en 2023, je crois qu'ils nous ont fourni moins de 20 mégas en disant on vous fournit ce que vous pouvez, ce que vous payez. Peut-être qu'il y a eu des facteurs psychologiques. En tout cas, je sais que l'année dernière, j'ai discuté avec les dirigeants. Ouais, il y a eu des choix stratégiques. J'ai discuté avec les dirigeants. Ivoiriens, hein? J'ai discuté avec les dirigeants de ESI Côte d'Ivoire. Oui. J'ai essayé de faire une mise en relation entre le plaidoyer, directeur actuel et les gens de ESI en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu de retour, mais je crois qu'on peut regarder aussi de ce côté. Ce qu'il faut éviter en matière de gestion de l'État, c'est de tomber dans le problème d'ego, le problème l'orgueil. Ça, il faut absolument C'est sortir question de de ça. Oui. Mais regardez, si vous prenez tous les grands leaders, quand vous prenez Mandela, il a dit il faut qu'on compose avec les Blancs. Absolument. Si jamais nous allons à les attaquer en disant que nous avons l'indépendance, c'est là où ils nous attendent. Mais au-delà de ça, chez nous-mêmes, la référence, c'est Soundiata Keïta. Quand Soundiata Keïta a gagné, qu'il a soumis toutes les choses, qu'est-ce qu'il a dit? On va faire la charte de Kouroukan-Fouga. Et c'était donner une certaine autonomie. C'était le premier balbutiement de la démocratie. C'est pour cela que nous, les Africains, nous devons revendiquer que la démocratie, on l'a copiée chez nous et l'on l'inverse. Donc, c'est cette sagesse-là. Un dirigeant doit se lever au-dessus. Et il y a une seule question qui vaille. Qu'est-ce que ça apporte à mon pays et à mes populations? Tout acte, quand on arrive à répondre à cette question, on prend la bonne décision. Si ce n'est pas la bonne décision, c'est que c'était prise en toute bonne foi. Vous voulez dire que les États n'ont ni amis ni ennemis que l'intérêt du pays? Absolument. C'est pour cela. Oui. Alors qu'ici, on parle de prise en compte de l'intérêt du pays. Est-ce que vous pensez que l'intérêt du pays est pris en compte avec ces approches-là, qui consistent à ne pas se mettre au-dessus des contingences et des clivages avec la Côte d'Ivoire et aller vers la Côte d'Ivoire et régler les problèmes que nous avons? J'ai toujours dit ceci, que je discute rarement des hommes. Il y a une chose vraiment... On ne parle pas d'hommes ici. Il va me dire encore que je suis un fils de la TT. J'ai aimé une chose chez lui, c'est qu'il a toujours dit, ce qui me plaît, en échangeant avec toi, en parlant de moi, c'est qu'on ne parle jamais des autres. On parle que du Mali. Et moi, je veux qu'on parle du Mali. Oui, on parle du Mali, effectivement. Est-ce que vous pensez que l'intérêt des Maliens est pris en compte dans ce que nous sommes en train dans les approches que nous sommes en train d'adopter, de prendre dans la gestion de ce problème? La Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, je donne crédit à tous les dirigeants pour dire qu'aucun dirigeant n'est contre son pays et que chaque dirigeant a envie d'apporter quelque chose à son pays, ne serait-ce que par peur du jugement de l'histoire. Maintenant, il peut se tromper. S'il se trompe, il faut qu'il y ait des gens courageux qui puissent le lui dire. Et malheureusement, souvent, c'est que les gens qui sont autour font du griotisme, lui disent ce qu'il a envie d'entendre, et si, encore une fois, à tété, si tu ne fais pas attention, ils finiront par te faire croire que tu es un demi-dieu. Donc, c'est là où le bas blesse. Et c'est pour cela qu'un dirigeant doit prendre souvent le recul et de se mettre seul, s'isoler. Donc, vous voulez dire que c'est par mégarde que les intérêts du pays ne sont pas pris en compte dans ce problème? Moi, je ne sais pas comment les mécanismes, je ne connais pas les mécanismes de prise de décision. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux, ni vous, ni moi. On est d'accord? Bon, maintenant... Mais la seule certitude, nous avons rompu avec la Côte d'Ivoire alors que nous avons des intérêts, ne serait-ce qu'énergétiques avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, on doit des milliards aussi à la Côte d'Ivoire. Nous avons pris une dette avec la BO pour payer seulement les dettes de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on doit rompre avec ce pays-là? Nous n'avons pas rompu avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste l'un de nos principaux partenaires économiques. Donc, pourquoi sur le plan énergétique, nous ne continuons pas le partenariat? Pourquoi on ne continue pas? Le partenariat. J'en viens.
si vous voulez maintenant, vous allez m'amener à parler un peu plus de ce problème que je n'aurais pas souhaité aborder, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur son pays. Bon. Mais ça pourrait servir aussi d'enseignement, de tirer les enseignements. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que la Côte d'Ivoire nous fournissait de l'électricité. Nous n'avions pas la possibilité de toujours payer, nous payons peut-être 15%, 20%. Okay? La Côte d'Ivoire continue à nous fournir. Je suis à l'aise parce que cette interconnexion, je pense avoir joué un rôle majeur dedans. Bien. Alors, et à un moment donné, il y a l'ancien Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, qui a dit, mais on ne peut pas continuer, puisque ce n'est pas une société ivoirienne seulement, c'est un privé. Ouais. Donc, il faut absolument qu'on dise à nos frères maliens du pays. Et c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a dit, non, donnez-les 3-6 mois et pour qu'on continue de les fournir. Bon, entre-temps, il y a eu le malheureux incident avec les 49 soldats. Deux, il y a certains, y compris des intellectuels, et moi je me souviens avoir fait vraiment des prises de choses assez dures avec certains intellectuels qui facilement insultent les chefs d'État étrangers. Et moi, quand j'ai été en Côte d'Ivoire, pour avoir discuté avec certains responsables, ils m'ont dit, monsieur le ministre, nous, on faisait des efforts pour le Mali. Mais bon, il y a eu cette incompréhension sur les militaires, mais surtout, quand on ouvre les réseaux sociaux au Mali, on insulte, on passe son temps. Moi, j'ai dit, mais attendez, vous n'allez pas juger un État à travers les quelques excités qui sont sur les réseaux sociaux. Ils me disent, oui, mais attention, ça nous facilite. Quand les chefs d'État étrangers sont insultés, il ne se passe rien. Mais quand on insulte vos dirigeants, les gens vont en prison. Donc pourquoi on ne sévirait pas les gens qui se permettent de manquer de respect aux chefs d'État? Bon, c'est qu'on cautionne. On ne cautionne pas. Je dis c'est qu'on cautionne si on ne sévit pas. Non, pas forcément. On ne cautionne pas. Vous êtes extrêmement dur. Je dis peut-être ce qu'ils pensent. Non, je ne dis pas qu'ils cautionnent forcément. Je dis peut-être ce qu'eux ils passent du côté de la Côte d'Ivoire, que si on ne sévit pas, c'est qu'on cautionne. Voilà, c'est ça. Alors, donc du coup, de 100 mégas, on est passé à moins de 20 mégas. Alors, c'est là où moi je dirais que le réalisme commande. Le réalisme commande. Et je ne sais pas si j'ai donné cet exemple-là d'un comportement que nous avons. On a été confronté à un problème comme ça avec le Sénégal. Et je voudrais, si vous me donnez 2 minutes, pour expliquer comment ça a été géré. C'était l'histoire de Lyomois encore. Vous savez, après les élections de 2002, Soumaïla Cissé, paix à son âme, est venu voir ATT. Il dit, bon, tu m'as battu, je n'ai pas de boulot, je suis au chômage, trouve-moi quelque chose. ATT a dit, d'accord, je vais penser. Après, ATT l'a appelé, ATT lui a dit, mais est-ce que tu ne veux pas avoir un poste de commissaire à Lyomois? Et après, tu commences par ça, et dans 2 ans, je ferai tout pour que tu sois le président de la commission. Il a dit, ok. Ah non, il n'avait pas sauté là-dessus, hein. Il était réticent au départ. J'ai suivi cet épisode-là. Bon, moi, je ne sais pas s'il a été... Il ne voulait pas quitter le pays. Soumaïla ne voulait pas quitter. Il pensait que c'était un moment de l'écarter du pays pour qu'il ne joue pas un rôle politique. C'est lui qui est venu voir ATT. Non, attends. Je pense que d'abord ça, cette information n'avait même pas de place parce que ça ne changeait rien dans la donne de ce que je vais dire. D'accord? Moi, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas parce que c'est ce moment-là qui est venu voir ATT. Et je peux te dire que je suis quand même je parle sous le contrôle de son épouse. Que vous étiez très proche. J'étais très très proche et que j'ai été voir 7 ou 8 fois ce moment-là à Abidjan et à Ouaga. Et je ne pensais pas qu'il se plaignait. Ceci étant, ce moment-là est parti. Et quand maintenant, la fin du mandat du président de la commission, qui était le Sénégalais qui était là-bas, Touré, et on est pas loin. Je vais terminer. Allez-y. Alors, Watt a voulu changer les règles du jeu. Et il voulait non seulement enlever Touré, mais mettre Ablaye Racine Khan ou quelque chose de ce genre, alors que c'était normalement au Mali. Donc, ils vont à Dakar. Ce jour-là, si ATT voulait, on allait battre à plat couture Watt, parce que tous les chefs d'État, à l'exception de la Guinée-Bissau, étaient pour ATT. Mais qu'est-ce qu'ATT a fait? Il a été voir Watt. Il a dit, grand frère, je ne souhaite pas que ce soit les autres qui nous départagent.
il faut qu'on trouve une solution. Voilà, dit, mais dans ce cas, retire ton candidat. Il a dit non, moi aussi j'ai des comptes à rendre aux Maliens. Donc voilà ce que je vous propose. On maintient Touré en un an, et après c'est Soumaïla. Et c'est ce qui a été fait. Moralité, c'est qu'il disait, si je venais humilier Ouad au Sénégal, alors qu'à l'époque, après la crise ivoirienne, plus de 50% de nos marchandises passaient par le Sénégal. Vous voyez ce que ça allait coûter pour le Mali. Donc, ça veut dire que il faut savoir composer quand c'est nécessaire. D'accord. Si on peut Allez-y. passer à ça, oui. Passe à autre chose. Oui, hein, bien entendu, c'est votre dernière question. Ah d'ailleurs. non, c'est une dernière question. Allez-y. On n'a pas fini l'énergie. Mais Ah, Oui. on n'a même pas parlé de la CEDEAO. on n'a pas Allez-y, parlé de l'AES. très rapidement. Avant-dernière C'est que- question, s'il te c'est plaît. que Avant-dernière tes question. commentaires prennent plus de temps. Avant-dernière quoi. question. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que vraiment ancien ministre, Pas et- Premier ministre, ancien ministre, et par-delà ça, encore économiste de ce pays, quels sont les avantages ou les inconvénients que le Mali peut tirer de sa sortie de la CEDEAO et de la création de l'AES? Bon, la CEDEAO au départ est une institution d'intégration économique. Et puis elle a glissé vers un format politique. D'abord au départ pour veiller à ce qu'il y ait des règles de démocratie, et ensuite elle est devenue une sorte de gendarme avec des sanctions une fois qui ont été prises qui étaient illégales. Bon, donc du coup ça a créé des tensions. Maintenant, qu'est-ce que nous perdons en sortant de la CEDEAO? Premièrement, si c'est effectif, en tout cas dans certains pays, je ne parle pas des pays membres de l'UEMOA parce qu'il y a des pays qui sont les deux, nous allons perdre les facilités de déplacement. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus voyager avec les passeports de la CEDEAO, premièrement. Deuxièmement, les opérateurs économiques maliens qui s'installent dans certains pays auront beaucoup de liberté. Le droit d'établissement. Voilà, le droit d'établissement, etc. Bon, et espérons simplement que cela ne va pas aussi se traduire par des tensions qui pourraient faire en sorte que ça se traduise par un ralentissement des échanges avec ces pays-là. Parce que n'oublions pas que les trois pays sont des pays continentaux sans déboucher sur la mer. Alors, bon, donc, pour moi, il y a quand même des risques majeurs sur cette sortie de la CEDEAO. Je pense qu'on aurait pu procéder autrement, que le Mali avait l'avantage d'être le représentant de la CEDEAO entre guillemets des peuples, et qu'à partir de là, on pouvait imposer, surtout que le temps jouait pour nous parce que nos dirigeants sont jeunes et que dans les autres pays, c'est des dirigeants qui sont un peu âgés, Vieillissants. donc, et qui allaient de plus en plus partir, ce qui allait permettre de pouvoir composer avec de nouveaux dirigeants qui seraient venus. Donc on pouvait réformer de l'intérieur. On est parti. Pour moi, en tout cas, ma position, si c'était moi, encore une fois, je ne serais pas parti comme ça, j'allais essayer de réformer de l'intérieur. Ok. L'AES, bon, le Lukaku-Gourmand existait. Je pense que, l'avantage de l'AES, d'abord, c'est sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y aura une meilleure intégration de nos Ils viennent de forces. faire une force conjointe. hein. Ouais, et ça va donner des résultats. Parce que les djihadistes, là, ils ne vont plus pouvoir aller se cacher ici ou là. Et non, c'est fini ça. Donc, sur le plan sécuritaire, il y aura un mieux. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais je pense que ça, c'est bien. D'autre part aussi, on peut regarder si on peut avoir des espaces. C'était possible dans le cadre du G5 Sahel. Bon, le G5 Sahel aussi s'est dédié en nous refusant la présidence, ce qui n'avait pas lieu d'être, franchement. Donc, on n'a pas tort sur tout. Hein. Maintenant, l'AES, en tout cas, point de vue sécuritaire, ensuite, avoir des grands espaces de production ensemble, ce serait une bonne chose. Surtout dans la zone là du Ptagourmand. Ok. Maintenant, Oui, pour terminer avec l'AES, le problème c'est la monnaie. justement. Bien. Ces pays s'apprêteraient à battre leur propre monnaie. Non, on a dit qu'il faut étudier. Ils ont dit, moi j'ai pas entendu un dirigeant qui a dit, ils ont dit,
il faut étudier et il faut Quand on aller fait vers... une confédération, Il faut aller vers... Il faut aller vers une monnaie connue. La question d'abord, est-ce que cette monnaie serait convertible? Qui va la garantir? et la fixité, ouais. Ouais, qui va la garantir? Si c'est une monnaie flottante, il faudrait qu'on fasse beaucoup mieux sur le plan économique pour ne pas être confronté à l'inflation. Des inflations monétaires. Il faut très peu de choses, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, nous, on ne peut pas se passer du CFA. On venait de dire qu'on a besoin de 1400 milliards. C'est sur le marché régional. Ouais. Sur le marché de Lyon, Régional, ouais. garanti par la BCAO. On va les avoir comment? Donc, Ce n'est pas au Niger, au Burkina. Seulement. Alors, en plus, on dit, il y a des fausses idées. Hein, il y a des fausses idées. Ah oui, mais on a de l'or, on va garantir. Mais l'or, c'est pas pour nous. L'or, c'est pas... enfin, ça vient de chez nous, on devait avoir une grande partie de cette or. Mais on n'a pas de réserve. Aucun de ces pays n'a 1 kilo d'or en réserve. Et qui plus aussi, ça dépend des partenaires, des échanges qu'on va faire avec les partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on doit étudier, qu'on doit prendre le temps de mûrir. Et si l'intérêt des pays commande, pourquoi pas? Chana, pour votre dernière question, allez-y. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'accord issu du processus d'Alger n'existe pas. Ou en tant qu'ancien fonctionnaire international, le Mali a pris des engagements par rapport à l'accord. On a tué l'accord, on va vers le dialogue intermalien. Quelle est votre lecture? Bon, l'accord d'Alger, il faut se rappeler, je dirais quelque part, nous a été plus ou moins imposé, pour dire les choses. Nous-mêmes, on a fait une erreur, c'est de l'avoir internationalisé en retirant la gestion au ministère de la Si on avait le choix, pour aller vers les affaires étrangères. Donc, on oublie souvent la situation dans laquelle on était et la supériorité à l'époque de notre côté. C'est clair. Ouais. On l'oublie souvent, très souvent. Donc ça nous a été imposé et nous l'avons négocié pas en position de force. Ouais. Le contexte nous l'a imposé. Le contexte nous a imposé, mais même pas le contexte seulement. On nous a poussé pour qu'on signe. La France. La France. Encore la France. Bon, il a dit il faut signer. La communauté internationale, et cet accord, il y avait des éléments qui faisaient qu'on ne pouvait pas l'appliquer. Sauf à accepter d'aller vers une forme d'indépendance déguisée. Donc, il fallait quelque part réviser cet accord puisqu'il y avait des mécanismes qui étaient dedans, prévus qui étaient dedans. Bon, maintenant, l'ennui, c'est que quand un accord dure que ce n'est pas appliqué et qu'en même temps, nous sommes confrontés à des défis sécuritaires majeurs, ça ne peut pas continuer. Mais moi, encore sur ce plan-là, puisque tout le monde nous conseillait de réviser, nous-mêmes nos partenaires comme la Russie, la Chine, disaient qu'il faut arriver vers l'accord d'Alger pour faire aboutir la paix. Bon, maintenant, le dialogue était devenu un dialogue de sourds, on ne se comprenait pas, les partis ne se comprenaient pas, il y a des tensions, et puis finalement, ce qu'on craignait est arrivé, il y a eu la guerre. Maintenant, on dit qu'il faut qu'on ait le dialogue intermalien. La composition, vous êtes interrogé là-dessus, oui. Il y a beaucoup de gens. Bon, et j'ai peur qu'on aille faire un catalogue vraiment de très bonnes intentions. Et puis, on dira. Compare le passé. Compare le passé, on dira c'est bon. Beaucoup de gens, ils sont pour les primes et les indemnités. Bon, ça, je ne sais pas. Docteur, nous sommes malheureusement au terme du débat. Pour le compte de cette audience à présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Nous sommes malheureusement... Oui, malheureusement, parce qu'il y a eu tellement de questions à poser. De toutes les façons, ce qu'on a dû déjà poser permet de le juger. Et vraiment, j'ai rencontré un invité très équilibriste par rapport aux questions qui ne se rapportent pas à son domaine de prédiction, qui est l'économie et l'énergie. J'ai rencontré le politique qui tient compte aujourd'hui de l'éventualité d'un courroux de ceux qui nous écoutent pour parler. Et il a parlé avec beaucoup de mesures en marchant sur des œufs, mais... Sans les casser.
Bon, je ne sais pas s'il les a cassés ou Non, pas. allez-y. Ça dépend. Ça dépend de ce que ça aura comme répercussion auprès de qui de droit. Mais vraiment, j'ai senti chez lui une façon de ne pas vexer. C'est le contexte qui le fait, hein. Il faut le reconnaître. Nous sommes dans un contexte où les gens se méfient de cette situation. On aurait pu même d'ailleurs lui poser la question sur l'état des libertés publiques dans ce pays. Les gens se méfient, puisque tantôt on dissout par là, tantôt on arrête par-ci, ainsi de suite au-delà. Je pense que cela a beaucoup joué vraiment dans son truc. Mais sa technicité, comme je l'ai dit, son approche des problèmes est restée intacte. Hormis cela, je pense aussi qu'il les a abordés aussi quelque part avec beaucoup de responsabilité, qui méritent du respect. Et cette responsabilité, bon, je pense, Monsieur le Président, qu'on ne va pas le condamner pour avoir été prudent, pour ne pas connaître le sort de certains. Hein? Il faut prendre ça en compte, et je pense qu'il est libérable. Chada. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai vu ce soir un homme fin. Un homme fin qui n'a pas voulu vexer par moment. Il n'a pas voulu vexer par moment. Et il a dit les choses avec une certaine pondération. De nature, c'est un homme modéré, pondéré. Ce n'est pas quelqu'un de grossier ou qui crève l'abcès. Il le dit avec finesse, avec éloquence, avec élégance. Et je pense que son style permet de comprendre ce qu'il a dit, même s'il ne l'a pas dit, dans les termes que nous aurions souhaité. Il a dit des choses très importantes. Bien sûr, il n'est pas d'accord avec l'approche du Mali par rapport à la Côte d'Ivoire, mais il a utilisé un style, une finesse, pour le dire. À chacun de nous de comprendre ce que vous voulez dire. Et par rapport à certaines questions, c'était le même style qu'il a utilisé. C'est son style à lui, en ce moment précis, dans le contexte politique précis. Je pense que c'est à son honneur. Et j'ai aimé, il dit, il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur son pays. Il sait qu'il y a des situations qui sont mauvaises. Il ne veut pas les dénoncer publiquement. Mais quand il rencontre les responsables tête à tête, il leur dit certaines situations. Parce qu'il y a des choses que quand on le dit, certains adversaires ou ennemis du pays peuvent l'utiliser contre le pays tôt ou tard. Je dis bien tôt ou tard. Monsieur le Président, c'est un homme responsable. C'est un homme qui a la tête sur les épaules. Un homme qui a une certaine technicité. J'étais séduit par son exposé sur le plan économique, sur le plan énergétique. Il m'a séduit, Monsieur le Président. D'accord. Je ne peux pas condamner quelqu'un qui m'a séduit. Libérez-le, Monsieur le Président. C'est sur la base de ces observations, de ces différentes observations des jurés qui me plaît de libérer. J'en ai subjugué. Qui me plaît de libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, le docteur Ahmed Sow est acquitté indérément. Mais merci. Merci. Et puis, honnêtement, je ne pensais pas à ça, Abderrahmane. Je le dis. Sinon, je ne serais pas venu. Là, voilà. Mais si je viens, c'est pour dire ce que je pense. Maintenant, on peut dire la même chose. Il y a il y a une différence de style. Et puis, tu es beaucoup plus jeune que moi. Quand tu auras mon âge, tu vas être... voilà. En tout cas, merci. Et ce serait avec plaisir que je reviendrai. Et puis, voilà. Je l'ai fait sortir le truc, hein. D'accord, on va. Le classement, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes organisations. C'est Global Fire, c'est vrai, c'est Global Fire. Ok. C'est Global Fire. Ainsi donc prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité